Bienvenue à ce balado rebond avec le Lab textile du CIRIEC. Alors, je m'appelle Jean-Michel Vanas, je vais être l'animateur de ce balado. Donc, la plateforme Rebond est une initiative du Conseil québécois du commerce de détail en partenariat avec Recycle Québec. Elle aide les entreprises à revendre et à revaloriser leurs invendus en donnant une seconde vie aux produits excédentaires. En favorisant la réutilisation et la collaboration entre commerçants, Rebond contribue à bâtir un commerce québécois plus sécuritaire, circulaire plutôt, durable et responsable. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur plateforme-rebond.ca. Et cette balado, le CQCD et Recycle Québec présente une série de balados consacrés à l'économie circulaire appliquée au commerce de détail. Le secteur du textile est au cœur des discussions sur la transition vers l'économie circulaire et cet épisode donne la parole à Marianne Coquelicot-Mercier, responsable du Lab textile du CIRIEC, pour explorer comment la recherche, l'expérimentation et les projets collectifs peuvent transformer une industrie complexe en véritable filière circulaire. Alors, notre invitée, Mme Marianne Coquelicot-Mercier, dirige le Lab textile du CIRIEC, un laboratoire d'innovation appliquée dédié à la circularité dans l'industrie du textile. Elle œuvre à bâtir des ponts entre chercheurs, entreprises et institutions pour accélérer le passage de la théorie à la pratique dans la gestion durable des matières textiles. C'est bien dit, merci. Voilà la présentation. Bienvenue. Merci. Alors, le textile est souvent cité comme un secteur emblématique, problématique des défis de circularité. Alors, qu'est-ce qui rend cette filière particulièrement complexe? Ah là là, il y a beaucoup de raisons, plusieurs raisons. Mais d'abord, on peut voir là, que dans les textiles, il y a plusieurs matériaux textiles qui sont différents. Et cette espèce de complexité-là fait en sorte que la fin de vie est plus difficile à gérer pour les textiles. Mais ce qui rend difficile la circularité des textiles ou les enjeux environnementaux liés aux textiles, c'est aussi le fait qu'il y a une sorte de dichotomie entre les objectifs de durabilité et les tendances mode. C'est comme si c'est difficile de joindre les deux. Oui. Et le fait, on oublie en fait souvent que le vêtement, c'est d'abord et avant tout un mode d'expression. C'est une façon de s'exprimer que les humains ont et ça, on peut pas nous l'enlever. Donc, ce désir de tendance, de changement, d'expressivité, ça va beaucoup avec changer de vêtements et la consommation. Donc, plus il y a de consommation, plus il y a de production, puis plus on génère de déchets. Donc, c'est un peu problématique à cause de ça. On vit dans un monde où il y a les réseaux sociaux, il y a les influenceurs, on voit plusieurs choses, plusieurs modes. Donc, on a le goût, j'imagine, de changer plus souvent de vêtements. Donc, ça, c'est un problème aussi. Oui, exactement. Donc là, on vit vraiment dans un mode, dans un système où la fast fashion, puis même on va jusqu'à l'ultra fast fashion, a pris beaucoup, beaucoup de place dans nos vies de citoyens consommateurs. Ouais. Ben, allez-y. En fait, là, ce serait quoi les pistes là, qui sont explorées par le lab? Et il y en a qui touchent directement au commerce de détail. Oui. Donc, le laboratoire, le Lab textile que je dirige, là, c'est un laboratoire de l'accélération de l'économie circulaire. Donc, c'est pas un laboratoire où on se promène avec des sabots blancs. On n'est pas... Non, on est dans des projets de co-création, des projets collaboratifs. Donc, dans le cadre du laboratoire textile, on a co-développé plusieurs pistes de projets qui touchent à plusieurs thématiques. On va comment développer des nouvelles infrastructures de recyclage, comment mettre en place des lois puis des réglementations pour soutenir la transition. On va aussi vers des projets qui touchent à comment former la relève, les travailleurs de demain. Donc, on touche à plusieurs thématiques. Et dans ces thématiques-là, on a certains projets qui touchent de plus près les détaillants et la consommation. Donc, un des projets qui est en cours de validation, c'est un projet qui est mené par deux chercheurs, un de l'Université Laval et un chercheur de la Polytechnique, qui vont utiliser un simulateur économique pour tester des scénarios. Différents scénarios de mesures de réduction de la consommation. Donc, par exemple, une des mesures pourrait être la taxation de produits neufs, donc ajouter des éco-frais.
imposer des quotas de production, de distribution pour limiter la quantité qui sont vendues. Et le troisième, évidemment, j'allais l'oublier, le troisième, c'est... obliger d'offrir des garanties. Garantie de durabilité, garantie de réparabilité. Donc, ces 3 scénarios-là vont être analysés à l'aide d'un modèle pour voir quels sont les impacts sur les différents acteurs, sur les différentes parties prenantes, les consommateurs, les entreprises, les détaillants. Puis, ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est qu'on passe d'abord par un modèle économique avant d'aller directement sur le terrain parce que ce sont des sujets... Je ne veux pas dire tabou, mais ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder, que ça ne fera pas l'unanimité difficilement. Donc, de passer à travers un projet de recherche, un simulateur qui va démontrer quels sont les impacts, puis qui sait peut-être qu'il y a des impacts positifs qui peuvent ressortir de ça. Exactement. Donc, ça, c'est un beau projet qu'on a qui touche directement les détaillants, la consommation et qui fait partie du lab. Parce que parler pour les consommateurs, c'est certain que l'ultra fashion... L'ultra fast fashion. L'ultra fast fashion oui, et le fast fashion, oui. C'est certain que c'est attirant pour des consommateurs parce qu'on veut avoir quelque chose qui va être à la nouvelle mode, la mode du jour, et qui ne sera pas super cher. Mais quand on se met à penser à tous les problèmes qui viennent avec ça, il y a de l'éducation à faire aussi, là, j'imagine. Là. Oui, absolument. Il y a l'éducation. On pense souvent à l'éducation aux citoyens puis aux consommateurs, mais moi, je me concentre sur l'éducation aux entreprises, aux manufacturiers, aux villes, aux municipalités et aux ministères pour changer les façons de faire de l'industrie. De l'industrie directe. Oui. De changer les pratiques, changer les modèles d'affaires. Et bon, on va reparler de la recherche. Là. Comment la recherche appliquée, elle peut transformer les pratiques des entreprises? Parce que c'est ça que vous voulez faire. Oui. Donc, pour que la recherche puisse avoir un impact sur le milieu preneur, la recherche doit travailler avec le terrain, avec les milieux preneurs. Puis pour réussir à faire ça, il faut créer des espaces où la recherche, les entreprises et toutes les autres parties prenantes qui sont impliquées dans le sujet puissent se rencontrer, puissent dialoguer. Un espace où ils vont pouvoir se rencontrer, apprendre à se connaître, expérimenter ensemble, tester ensemble et apprendre ensemble. Et c'est comme ça qu'on crée, dans le fond, avec le laboratoire, c'est ça qu'on crée des espaces de dialogue pour toutes les parties prenantes. Puis sinon, la recherche, tu sais, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle amène une méthodologie, une façon de documenter les expérimentations, les tester sur le terrain avec les parties prenantes qui apprennent en même temps de l'expérimentation. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir, avec la documentation des projets, de pouvoir les répliquer. Donc, tous les projets dans le cadre du laboratoire textile, là, ce sont des projets dont les retombées sont partagées, partageables pour le bénéfice de tous. C'est pas un truc comme d'une entreprise qui ferait ça, puis ça serait son secret, là, vous pouvez le partager à tout le monde. Exactement. L'idée, c'est qu'on avance tout le monde en même temps. Oui. Partager la bonne nouvelle. Oui. Et on a parlé d'éco-conception. Donc, à quoi ça ressemble une approche circulaire dans la conception d'un vêtement? Je suis comme une joke pour ça. Ah oui? Oui. Fait que là, tout le monde va s'habiller en poche de patate. OK. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça la solution. Non, j'imagine. Non. Malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est beaucoup plus le fun. Parce que si on était tous habillés pareil, la vie serait plate. Oui. Donc... le temps qu'on sauverait dans une journée. Ah oui, pour certains. Oui. Effectivement. Donc, avec un petit peu plus de sérieux, là, l'éco-conception, en fait, c'est extraordinaire le pouvoir que l'éco-conception a sur la circularité des produits qu'on conçoit. Parce que tout se décide au moment de la conception. Mm-hmm. Donc, tous les impacts futurs, tout le cycle de vie des produits, il est décidé en amont à ce moment-là, au moment de la conception. Donc, il faut vraiment que les designers et les entreprises saisissent cette opportunité-là, en fait. Donc, la première, dans les stratégies d'éco-conception, là, on peut commencer par
D'abord, choisir des matériaux qui vont durer plus longtemps, de meilleure qualité pour allonger la durée de vie. On peut aussi, les designers ont un impact, peuvent sélectionner la façon que le vêtement est conçu, la qualité de la conception, de la confection, a aussi un impact sur la durée de vie du produit. Ensuite, ce sont les designers qui choisissent comment les tissus vont être teints, quel type de teinture, quel type de tissu. Et ça a un impact sur les produits toxiques qui vont être utilisés ou pas dans le produit final. Et bref, il y a plusieurs stratégies comme ça qui sont à la portée des designers et qui vont avoir un impact direct sur les impacts et sur le cycle de vie des produits. Mais l'idée avec l'éco-conception, c'est vraiment de permettre aux vêtements de durer le plus longtemps possible. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que dans vos recherches ou dans vos études là-dessus, est-ce que, les entreprises sont prêtes à offrir des vêtements plus durables, sachant qu'ils vont avoir moins de... C'est une clientèle qui va revenir moins souvent, et est-ce que les consommateurs sont prêts, d'un autre côté, à payer plus cher pour quelque chose qui, oui, va durer plus longtemps, mais qui, des fois, va coûter plus cher, le double, le triple du prix? Je vais prendre le début de la question. Oui, il y avait comme 2 volets, là. Oui, je vais prendre le volet entreprise. Donc, c'est certain que ça semble très, très loin d'un modèle économique viable, ce qu'on propose. Donc, l'idée, c'est de changer le modèle. L'idée ici, c'est de trouver des façons pour les entreprises de générer du profit sans vendre des produits neufs. Donc, l'idée, c'est de vendre le service que le produit offre, le bien d'usage, plutôt que le produit lui-même. Donc, on imagine des modèles d'affaires qui sont plus basés sur la location, le partage. Et comme ça, on a un profit sur le produit, mais sans avoir à en produire un nouveau. Moi, là, en tant que parent, là, je ferais ça de la location de manteaux d'hiver. Oui. Je trouve qu'on achète un manteau d'hiver, il fait plus 6 mois plus tard, il est neuf. Il est neuf. Oui. Puis nous, on le vend toujours après. Puis là, on en rachète un neuf. Puis je me dis, pourquoi? Nous, on n'en a pas un usager qu'un enfant a porté 3 fois dans la neige. Oui. Bien, c'est un très, très bon exemple, Jean-Michel, parce qu'en fait, il y a probablement des secteurs, des types de produits qui sont plus propices à ces nouveaux modèles d'affaires-là, comme par exemple des manteaux d'hiver ou des vêtements techniques qui coûtent plus cher, qui sont plus dispendieux, puis qu'on utilise de façon ponctuelle. Surtout que les enfants ont puis le marché problème des enfants, de grandir. Oui, absolument. Mais ils ont aussi le problème, en tout cas, j'ai 2 garçons à la maison, là. Les genoux sont finis. Ça dépend évidemment mais on pourrait les envelopper dans du bubble wrap et être certain de protéger les vêtements. Oui, mais il y a d'autres solutions qui sont la réparation et ce qu'on appelle le redesign. Oui. Oui. Donc, on a le réemploi. Le réemploi, c'est quand on revend un vêtement tel quel, on n'a pas fait de modification. Il y a le recyclage, là, ça, c'est quand on fait des fibres, on retourne le vêtement à l'état de fibre pour en refaire un fil, un tissu puis un vêtement. Mais entre les deux, il y a le redesign. Donc, le redesign, c'est de prendre un vêtement qui est plus en état, qui ne peut plus être revendu. Puis, on vient chercher des morceaux de tissu, des sections de ce vêtement-là, et on le refaçonne. On refait un nouveau produit. Ça peut être un nouveau vêtement, mais ça peut être aussi comme quand ma mère faisait des shorts avec mes jeans troués. Oui. Tu sais, l'économie circulaire, là, on n'a rien inventé avec ce modèle-là. En fait, l'idée, là, c'est de mettre ensemble plusieurs stratégies qui existaient peut-être avant, mais de les remettre au goût du jour et d'en faire des modèles profitables pour qu'on change nos façons de faire. Moi, je reviens à mon autre question. On parlait des commerçants qui, eux, vont devoir changer le modèle d'affaires, mais est-ce que le consommateur, lui, est prêt finalement à payer plus cher? Je le sais pas. C'est une bonne réponse. Oui. Moi, on espère que oui. Oui. À voir. Mais en même temps... Là, on est comme mal pris avec avec l'ultra fast fashion qui offre des vêtements à très, très bas prix, qui se renouvellent très, très fréquemment. Ça fait vraiment des mauvaises habitudes de consommation là, qui ne nous emmènent pas du tout dans la bonne direction. Donc, d'où l'éducation qu'on est en train de faire aussi aujourd'hui pour dire que... Oui, l'éducation. Mais puis, tu sais, je pense pour cet enjeu-là, là, c'est... je pense que je vais te laisser aller dans tes questions. Je pense que ça va venir plus tard. Là, on va y revenir. Parfait. Alors, quel type de collaboration vous observez entre les chercheurs et les détaillants?
Donc, il y a, à travers tous les projets du Lab, là, il y a beaucoup de participation des entreprises, des entrepreneurs et les chercheurs du Lab. Un des projets auxquels je pense qu'il ne fait pas partie du Lab, mais dont une des chercheurs est responsable, là, est en train de faire le projet présentement, c'est une chercheure qui s'appelle Daniela Bessé. Okay. Besse, pardon, qui est à l'Université Laval et qui fait présentement un projet avec un grand distributeur québécois. Et c'est un projet sur le design émotionnel. Donc, elle travaille avec les équipes de design, de marketing, de ce détaillant-là, à monter des ateliers avec eux pour découvrir quelles sont les émotions qui lient ces personnes avec leurs vêtements. Et ensuite, elle travaille avec eux pour en extraire des stratégies de design pour augmenter la relation émotive qu'on a à nos vêtements dans l'espoir qu'ils durent plus longtemps. Donc, c'est un super beau projet de recherche qui est mené entre une chercheure et un détaillant pour aller découvrir des nouvelles façons de faire. Ouais. C'est vraiment... C'est un beau projet. Ben oui. Puis on a hâte de voir les résultats de tout ça. Oui. Le mot filière est souvent employé. Donc, à quoi ça ressemble une filière textile circulaire concrète là, au Québec? Ah, le rêve, là, l'utopie, là, ce qu'on voudrait qu'il se passe. Là, ouais. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour arriver à plus de circularité dans notre filière. Ça doit passer par d'abord des infrastructures qui nous permettent de récupérer, trier, conditionner et recycler les fibres. Mais en même temps, ça prend aussi les débouchés. Donc, ça prend le marché qui va acheter les fibres pour, dans le fond, utiliser les fibres recyclées comme approvisionnement de matières premières pour leurs produits. Donc, ça prend ce système-là, on doit le mettre en place. Ensuite, c'est essentiel que toutes les personnes qui agissent dans le secteur des textiles soient formées en économie circulaire, qu'ils aient les connaissances, les compétences. Puis là, pour ça, ça prend de la formation. Ça prend de la formation dans nos écoles de mode. Ça prend de la formation aussi en entreprise. Là, ceux qui sont présentement en entreprise, ils n'ont pas eu les cours d'éco-conception que les étudiants peuvent avoir aujourd'hui. Donc, ça prend la formation. Qu'est-ce que ça prend? Ah oui, puis ça prend aussi de la réglementation. Parce que là, on a vu dans les dernières décennies la bonne volonté des entreprises de faire les bons gestes. Ça n'a pas été suffisant. Donc là, on pense que ça soit autre chose qu'un mot marketing, là. Oui. Là, il faut aller vers la réglementation. Donc, les ministères commencent à légiférer pour obliger certaines actions, pour obliger, restreindre, mais aussi pour soutenir d'autres activités, comme par exemple l'éco-conception. On pourrait imaginer des façons de soutenir l'éco-conception, que les entreprises puissent avoir des crédits d'impôt, ce genre d'outils fiscal-là qui pourraient soutenir les bonnes actions. Et quel rôle peuvent jouer là, les commerçants, les commerces de détail là-dedans, alors qu'ils ne sont pas parmi les manufacturiers? Bien, il n'y a vraiment pas juste les manufacturiers qui peuvent agir. Hein? Les détaillants, ils ont un rôle central, en fait. Il y a plusieurs façons de faire du commerce sans vendre des produits neufs. Comme je disais un petit peu plus tôt. Donc, c'est une des stratégies là, qu'on voudrait vraiment voir se mettre en place du côté des détaillants. Là. Changer les modèles d'affaires, miser davantage sur la location, le réemploi, offrir en boutique d'autres sortes d'activités, que ce soit la réparation, mais aussi des façons de sensibiliser, d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses là, qui peuvent être faites du côté des détaillants. Vous avez parlé de sensibiliser. Comment on peut les sensibiliser, les entreprises, à la valeur réelle du textile qui est revalorisé? Ça prend des connaissances. Il faut développer, reconnecter avec les savoir-faire de la confection, de la fabrication du vêtement. On a un peu perdu ces connaissances-là. Et si on se réapproprie le geste de la couture, de comprendre qu'est-ce que ça demande comme temps,
comme connaissance, fabriquer un vêtement, je pense qu'on va respecter davantage les produits qui sont mis en marché, les produits qu'on achète, les garder plus longtemps, mieux s'en occuper, mieux les entretenir. Les passer de génération en génération. Et les passer de génération en génération, s'ils tiennent le coup. Hein? Oui. Parce que là, c'est ça qu'on vit présentement. Avec notre enjeu d'ultra fast fashion, les vêtements sont faits pour ne pas durer, malheureusement. Donc, on essaie de pas acheter des produits de la fast fashion, aussi, les gens puis aller vers des produits de qualité. Oui, mais il y a aussi comment on est pressé, on a des vies où on met tout dans la laveuse, dans la sécheuse, puis ça détériore le produit aussi, alors que des fois, oui, de prendre le temps de s'en occuper. Comme ils disent de laver un jean, ça devrait pas être lavé aussi. C'est pas nécessaire. Alors voilà, mais les gens, ils le portent une fois, ils le lavent, donc c'est sûr que ça dure moins longtemps après ça. Oui, être conscient de tous ces petits gestes-là. Oui, exact. Et si vous avez une mesure prioritaire à recommander au gouvernement, alors, vous pouvez le faire là, pour soutenir cette transition, ça serait quoi? Ah oui. Bien, en fait, là, il faut fermer le robinet. Là. On a vraiment un problème de surproduction puis de surconsommation de vêtements de très mauvaise qualité à très bas prix qui arrivent sur notre territoire et avec lesquels on n'a rien à faire, là. Donc, je voudrais recommander au gouvernement d'instaurer des réglementations pour limiter l'introduction de ces produits-là sur notre territoire. Donc, ça irait, par exemple, une façon de taxer ces produits-là pour que les prix soient compétitifs avec les produits qui sont fabriqués ou qui viennent d'ici. Un tarif douanier, le mot à la mode. Ça pourrait être ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais, donc, toutes les mesures qui vont freiner la consommation de l'ultra fast fashion, c'est la première chose à faire. Parce qu'une fois qu'on a fermé le robinet, là, on va pouvoir s'occuper de ce qu'on a déjà sur le territoire, puis le gisement, en fait. Et trouver qu'est-ce qu'on fait avec, comment on le transforme, comment on le valorise. Mais, Est-ce que ça s'est fait ailleurs dans le monde? Oui, en France, ils ont instauré une loi là, pour... Justement, c'est une loi qui, je ne sais pas si c'est une loi, je m'excuse, mais c'est ça, ça fait en sorte que la valeur marchande est augmentée, donc c'est... Rendu là, bien, c'est ça, parce que c'est le problème, le prix. Oui, c'est pas assez cher. Exact. C'est pas assez cher. Parfait. Et en terminant, c'est la question rebond. Oui. La question rebond s'inscrit dans une logistique, rebond s'inscrit dans une logistique de revalorisation des invendus. Alors, pensez-vous qu'une plateforme comme ça pourrait contribuer à terme à structurer une économie circulaire du textile en connectant les commerces entre eux? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les invendus, c'est un vrai enjeu. Il y en a beaucoup et on doit trouver une façon de les remettre en circulation. Et je pense que la plateforme Rebond, là, c'est une excellente façon de... responsabiliser les entreprises face à leurs invendus et trouver des bonnes solutions pour pas que ce soit perdu. Voilà. C'est gagnant-gagnant pour tous. Absolument. Merci beaucoup pour cette discussion sur les belles pistes qui ont été lancées, en espérant que les gens qui nous ont regardés vont retenir certains trucs puis qu'on va peut-être... investir un peu plus pour des vêtements qui vont durer plus longtemps. Oui. Donc, moi aussi, je l'espère. Merci beaucoup, Madame Marianne Coquelicot. Merci.